À l'ombre de la Bibliothèque nationale, un jeune éditeur aime faire son miel des littératures du Sud. Il vient de sortir des placards et de l'oubli un livre qui sent le soufre. Je croyais l'Afrique épique et belle. Ce livre va nous raconter une légende des siècles africains à nul autre pareil. Le roman d'un écrivain maudit. Nos yeux boivent l'éclat du soleil et vaincus s'étonnent de pleurer « Mashallah » ou « Bismillah ». Un récit de l'aventure sanglante de la négraille, honte aux hommes de rien, tiendrait aisément dans la première moitié de ce siècle. Mais la véritable histoire des nègres commence beaucoup plus tôt, avec les Saïfs en l'an 1202 de notre ère, dans l'empire africain de Nakem, au sud du Fezzan, bien après les conquêtes d'Ogba Ben Nafi el-Fitri. Sur la route de Ségou et Mopti, en descendant le cours du Niger, nous accompagne la musique gnawa du Marocain Majid Bekas, descendant des esclaves du Mali et du Soudan. Le Mali exporte sa musique et son coton. Ici, le bois mort est précieux. Historiquement, le Mali est l'un des premiers États africains avec le Ghana. Au carrefour des sables du désert, des fleuves du Sahel et de la savane, le Mali ne pouvait se satisfaire de la célèbre formule de son écrivain ambassadeur Amadou Hampâté-Bâ. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mythe qui glorifie les mérites de terres de contes et de légendes, de griots louangeurs et de chroniqueurs de gestes immémorial. Pourtant l'Afrique est belle quand elle s'écrit, belle dans son épouvante. Première étape, semble-t-il essentielle pour redécouvrir ce continent, le devoir de violence de Yambo Wologem, prix Renaudot en 1968, réédité 35 ans après. À Mopti, nous allons à la rencontre de Maliens dont la vie a été transformée par la lecture de ce livre. Harbert Issoufi Bédari Touré, de Culture Sonrail, est un jeune professeur de lettres. Il vient de consacrer une étude au livre de Yambo Wologem. Un roman qui est aussi son livre de chevet. La réédition vient à point nommé, parce que M. Wologem, c'est un peu comme un mythe de la littérature. Beaucoup de gens ont entendu parler de lui, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et il n'y a pas une action pour essayer de revaloriser son œuvre littéraire, qui est quand même l'une des premières œuvres à avoir dit, à avoir donné le vrai visage de l'Afrique, c'est-à-dire un visage d'un continent multiple, multiforme, d'un continent quelque part qui a à la fois une face dorée, mais aussi quelque part une face assombrie. Donc c'est la seule façon de faire connaître cet écrivain, qui est un écrivain majeur. Parce que moi, à mon niveau, je pense qu'on peut le classer parmi les plus grands écrivains de tout le temps. Afin d'entretenir, bon roi des rois nègres, ce faste avide de bruit et de terres nouvelles, Saïf intensifia, grâce à la complicité des chefs du Sud, la traite des esclaves, qu'il baignit en sanguinaire doucereux. Je suis un peu fanatique de l'écriture, c'est-à-dire de la stylistique.
Lorsque j'ai lu Devoir de violence pour la première fois en 69, parce qu'un an après sa sortie, j'ai été émerveillé parce que je n'ai pas compris. J'ai été émerveillé parce que c'était difficile. J'ai été émerveillé parce que c'était une écriture autre. Une écriture presque abrasive qui pourrait vous gratter la peau lorsque vous l'effleurez seulement à travers les pages. Étonnant voyageur, le lycée de Mopti compte 2111 élèves, soit 58 élèves par classe. Aujourd'hui, la caravane des écrivains du festival Étonnant Voyageur y fait escale. Elle est emmenée par les Bretons Michel Lebris et Lucien Gouron. Et dans cette cabane vivait un homme qui était bûcheron de son état. Des écrivains qui ont passé leur mai 68 au soleil des indépendances. Le devoir de violence, rien que le titre, parce qu'en 68, en plus, on était dans la violence de mai 68, où il y avait cette remise en question. Même si je vivais au Sénégal et que j'étais au lycée de Thiès, nous avons aussi réagi à cette manifestation. On avait les gaz lacrymogènes qu'on nous jetait à la figure à Thiès. Moi, je me rappelle très très bien, etc. Il y a eu beaucoup de blessés, etc. Donc, le titre, rien que le devoir de violence, on se disait qu'il y avait un devoir de violence, de réaction encore, parce que ceux qui étaient dirigeaient nos États, qui n'étaient même pas ceux qui s'étaient battus aussi bien par l'écrit ou par physiquement pour les indépendants, c'est pas eux qui avaient pris le pouvoir. Aussi, lors des razzias, Saïf el-Haram encouragea-t-il par personnes interposées la bonté de bénir d'un coup de sabre les captifs blessés, d'emporter leur crâne au bout de lance et de saguet jusque devant la porte du vainqueur que l'on sacrait, Dieu le veut, brave. Le livre de Yambo Wolegem est tombé vraiment comme un glas dans cette espèce d'euphorie d'après l'indépendance. Et parce qu'il agitait des idées, il cassait le mythe de l'Afrique idéale, la Mother Africa, n'est-ce pas? L'Afrique ancestrale qu'on avait idéalisée pendant toute la période de la négritude. Et c'était le premier livre, vraiment, le premier ouvrage d'un intellectuel africain qui faisait cette espèce de travail iconoclaste. Et donc ça a été un espèce d'effet de scandale. Non pas pour le style, parce que le style de Wolegem était éblouissant, et je crois que personne ne l'a contesté, mais le fait des idées qu'il avançait, et des jugements qu'il portait, des personnages qu'il mettait en scène, qui étaient des chefs traditionnels, même si le roman était de fiction, tout le monde avait très bien compris à quelle période et à quelle région de l'Afrique cela se rapportait. Et donc tout cela avait énormément choqué. Est-ce que vous pensez que votre pays peut assumer seul maintenant sa responsabilité politique et économique? Toute consultation de tout manuel quelconque d'histoire relative à l'Afrique révèle qu'il y a eu en fait 3 vagues de colonialisme, à savoir un colonialisme interne où les Noirs eux-mêmes ont justifié cette triste appellation de traite des nègres et autre chose, et ensuite la conquête arabe, et enfin le colonialisme blanc. Alors, il faudrait en fait souhaiter que les Africains veuillent une espèce de république des ambitions où la civilisation du micro semble avoir remplacé celle de l'arbre à palabre. Il pose des situations purement existentielles et qui sont propres à l'Afrique. Aujourd'hui, moi par exemple, si je prends la légende des Seif, j'en fais une lecture absolument politique, et cette lecture-là, je peux l'appliquer aux sociétés africaines modernes où nous avons des chefs d'État absolument incompétents, qui jouent sur la manipulation et qui, quelque part, cherchent en tout cas, à profiter de leur peuple et à tourner leurs concitoyens en ridicule. Donc c'est ces messages forts-là qu'ils donnent. Du lycée aux rives du Niger, où travaillent les bozos, les dockers nomades du fleuve, le livre fantôme est partout, le livre réel nulle part. La rumeur court, insidieuse. Sans l'avoir lu vraiment, on accuse son auteur d'avoir dévoilé des tabous de la société Dogon.
Livre phare pour certains, livre affligeant pour Senghor et les intellectuels africains, Le Devoir de violence a été retiré de la vente par son premier éditeur, Le Seuil, sensible aux critiques de plagiat. Au Mali, Yambo Ologem est l'anti-héros par excellence. Son roman ne figure pas au programme, ce qui n'empêche pas Harbert de le présenter dans son cours. Visite de la bibliothèque du lycée de Mopti. Les classiques de la littérature émergent tout juste de la poussière. Le livre de Yambo Ologem est présent dans la bibliothèque, mais il n'y a qu'un seul exemplaire qui ne sort pas. Pour quelle raison? Et pour le sortir, il faut la présence du bibliothécaire lui-même. Et ensuite, nous craignons que M. Yambo Ologem, logeant à Sévaré, ne rencontre le livre entre les mains des élèves, puisqu'il va le déchirer. Est-ce que ça s'est produit déjà? Bon, ça s'est produit. J'ai appris que ça s'est produit, mais je ne l'ai pas vu. Donc je n'ai pas été témoin, mais des gens m'ont dit qu'ils l'ont vu le faire. Voilà. Donc et il a même menacé, je connais des collègues à qui il a dit, bon, si je vois mon livre avec vous, je vais le faire. La force de la littérature n'est-elle pas de survivre à la poussière? Certains lycéens tombent dans ce livre unique, ils en gardent une marque, comme si l'Afrique dans sa totalité y était écrite. David se souvient de sa lecture il y a une dizaine d'années, lorsqu'il était encore au lycée, et plus récemment de ses rencontres avec l'auteur. Il me dit, est-ce que je suis gardien de l'hospitalité africaine? Est-ce que je suis solidaire? Est-ce que j'ai pitié? J'ai dit oui. Il dit c'est des valeurs qu'il ne faut jamais, jamais perdre. Et il dit surtout la langue. Il me dit mon langage, c'est le premier, comment on dit, c'est le premier signe de ton identité. Quand tu perds ton langage, ta langue ou je sais pas, ton dialecte, tu es foutu. Ce livre que je viens d'avoir, je pense que c'est un grand trésor pour moi. Parce que je vais l'exploiter, je commençais déjà à l'exploiter. Et ça me permettra peut-être moi, peut-être un jour, je vais même écrire. À livre fantôme, écrivain fantôme. L'auteur est vivant, mais se cache aussi introuvable que son livre. On le dit fou. Réputation de se réfugier dans la prière, l'exégèse du Coran, le sermon et dans la pharmacopée d'Ogon. Il refusera de nous rencontrer. Pour quelle raison? L'un de ses amis les plus fidèles, l'épicier Amidou Koulibaly, a son explication. En général, quand il vient, il s'assoit à côté de nous, bon, surtout il se base. Quand il vient seulement, il nous dit il faut être un bon religieux. Il ne parle que de la religion, tout le temps de la religion. Qui est Yambo Ologem? Bon, Yambo, bon, c'est un ex-écrivain, parce que je crois qu'il fait plus ça. C'est un ami aussi, tout le temps il est là. Je le considère comme un ami maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il définit le mieux? Bon, la haine. C'est qu'on lui a fait. Il ne sait pas réellement, il n'arrive pas à gérer ça. C'est ce qui définit aujourd'hui. Il a été choqué. Oui, choqué. Bamako, stand du festival Étonnant Voyageur. Le ministre de la Culture souhaiterait réintégrer Yambo Ologem dans le panthéon des intellectuels maliens. Il est marqué par une situation injuste qui a été menée contre lui et il n'a pas pu le supporter. Il est aujourd'hui dans un refuge. À charge pour chacun de nous, ses amis français, ses amis maliens, de voir dans quelle mesure donc, il peut pas remonter la pente, mais revenir à l'écriture.
Dans le parc du Palais de la Culture, entre deux cafés littéraires, les écrivains nomades marquent une pause. Ils viennent d'Europe, des Caraïbes, de Dakar et de Yaoundé ou du Togo. Solidaires de l'écrivain blessé, ils font circuler une pétition. Ils réclament symboliquement la fin de l'exil de Yambo Ologem et disent ce qu'ils lui doivent. Ce qu'il avait lancé comme débat a été coupé, voilà, et c'était un débat qui nous aurait sauvés de toutes ces questions d'identité et autres. C'était le débat d'ouvrir tous les placards, de faire sortir tous les cadavres. Et cela 6 ans, 7 ans après les indépendances. Déjà, alors que les types se confortaient dans la négritude, dans l'image bien rassurante. Ouais, valorisante du nègre. Du nègre, lui, il dit, écoutez, on est tout. On est tout. Des bons mecs, des salauds, et puis on est des êtres humains. Et ça, ils n'ont pas voulu, à gauche comme à droite. En Afrique comme en France. Ologem a écrit, c'est un nègre, c'est un Africain. On a cherché de la négritude, une image valorisante du nègre. On ne l'a pas trouvé, on a trouvé pire. Il a subverti tout. Alors on ne lui a pas pardonné. Alors on l'a lynché. Et ce qu'il a fait en faisant cela, il a créé la littérature, puisque la littérature ne peut être défense et illustration. Mais voilà, c'est ça. Donc il nous a sortis de tout ce chemin, ces 30 ans-là, qu'on patauge dans cette histoire-là, parce qu'on n'a pas pris le chemin de Ologem, qui a été cassé carrément, où il fallait écrire librement. Pourtant, à de très lointains intervalles, une caravane traverse l'étendue infinie et morne de ces plaines. Caravane de négriers, le plus souvent poussant devant eux de lamentables théories d'hommes, de femmes, d'enfants couverts d'ulcères, étranglés par le carcan, mains ensanglantées par les liens. Le devoir de violence de Yambo Ologem aurait-il dit la vérité trop tôt sur une Afrique des empires démesurés et violents, de leurs chefs corrompus et sanguinaires et de leurs sujets soumis à l'esclavage depuis le XIIIe siècle? Brûlot, que l'auteur souhaiterait brûler en un geste orgueilleux et dérisoire, ce livre plonge ses racines bien plus au nord et bien plus au sud. Au nord, Tombouctou la mystérieuse. Tombouctou jadis carrefour commercial et intellectuel de toute l'Afrique saharienne. La caravane des étonnants voyageurs s'arrête à son tour. Dans une escale de la connaissance, le centre Ahmed Baba, où 20 000 manuscrits sommeillent, attendant d'être sauvés du feu ou de l'eau. Alors on voit enfin ces manuscrits. Les manuscrits qui étaient suffisamment endommagés. Ouais. Vous avez retrouvé récemment? Bon, pas récemment, oui. Vous voyez comment il est à moitié détruit. Un manuscrit donné par une famille? Bon, acheté. Acheté? Oui, parce que maintenant, c'est l'échange. Ouais. Il a été assez attaqué par, surtout l'eau et le feu. C'est un peu la légende des siècles. Hein. Puis la mémoire de... Comment ne pas être saisi par ces textes, leur poids historique supporté par un papier si fragile, mangé par les termites. Puissance d'une culture passée, vestige de biographie du prophète Mahomet, d'études d'optique astronomique, de traités de médecine chamélière. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a toujours pensé que l'écriture était inconnue ici, que tout se faisait en copain-copain, vous m'excusez le terme, mais il est établi avec les manuscrits que tout était écrit. Et des actes de comptabilité, des actes de bulletins de paie, de salaire, des ouvriers, du lait, du bâtiment et autres. Tout cela, c'est écrit. Donc souvent, c'est délicat pour... Est-ce qu'il y a des chiffres? Les livres de contes témoignent du commerce des esclaves et de leur montant vers le nord, échangés contre le sel méditerranéen descendant vers le sud. Ah oui. Pour moi, l'histoire avec l'Afrique, effectivement, quand j'entends Afrique, je pense à l'esclavage, je pense à mes ancêtres, et je viens de découvrir un document, un manuscrit, traité de commerce, où on voit les ventes d'or, de fer, de coris, d'esclaves, et automatiquement, je pense à mes ancêtres, je pense à ceux qui ont quitté la terre africaine et qui sont arrivés aux îles et qui ont bâti ce monde, ce nouveau monde créole.
Au XVIe siècle, Ahmed Baba, savant arabo-berbère, a organisé une résistance intellectuelle, jusqu'à Marrakech où l'on s'étonnait de l'existence de ces lettrés noirs venus du Soudan et du Mali. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au rêve de grandeur, mais à l'urgence pour sauver ces manuscrits. Certains sont gardés dans les bibliothèques familiales comme de véritables talismans, avec leurs secrets. Et pour ne pas libérer ces secrets de famille, on dit qu'il faut laisser l'histoire se couvrir de poussière. À Tombouctou, les mosquées s'enfoncent inexorablement, comme en témoignent les marques d'anciennes gouttières à mi-hauteur de la façade, où cette porte, devenue un siècle après, soupiraille. À Tombouctou, nous rejoint l'écho du devoir de violence. Il a fallu que l'impérialisme blanc s'infiltrât là, avec sa violence, son matérialisme colonisateur, pour que ce peuple si civilisé, brusquement dégringola à l'état sauvage, se vit taxé de cannibalisme, de primitivisme, alors qu'au contraire, témoin la splendeur de son art, la grandeur des empires du Moyen-Âge constituait le visage vrai de l'Afrique, sage, belle, riche, ordonnée, non violente et puissante tout autant qu'humaniste, berceau même de la civilisation égyptienne. Au nord, Tombouctou est un livre de sable. Au sud, à 1 heure de piste après Bamako, vers la frontière de Guinée, nous attendent des livres de cuir. Coïncidence des dates, au XIIIe siècle est né ici, dans la région du Mandé, Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, figure centrale d'un long chant épique transmis de génération en génération par les griots. C'est ici qu'est venu s'installer un Don Quichotte des livres, avec sa bibliothèque de 1500 livres rares. Plus de la salade avec de la pomme de terre et du poulet au rôti. Adiara. Et tu vois, c'est cette cour, comme je te disais, c'est un architecte guinéen qui a fait ça, un maçon guinéen, et c'est une cour de case tout à fait remarquable ici. Les villageois ont construit pour Michel Kunz 2 cases pour la bibliothèque du Mandé et une case d'habitation où l'ancien libraire a posé son sac. Voilà, donc là, quelques-uns des livres dont je te parlais, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemplaire dont on connaît deux exemplaires dans le monde. Un à la Bibliothèque nationale à Paris et l'autre ici à Kéla, au fond de la brousse, au Mali. Dans ses mains, le seul exemplaire au monde de la première édition illustrée de Don Quichotte, imprimé à Bruxelles en 1660. La plupart des livres anciens qui sont là étaient mes livres. Donc j'avais ça dans ma main et je ne pouvais apporter que ça, même si on peut, d'un autre côté, dire pour apporter tout ça. Je pouvais apporter seulement ça. Je ne pouvais pas apporter de tracteur ou de station téléphonique ou de poste de radio. Je n'avais pas les moyens de le faire. Pourquoi des livres anciens à Kéla? Pourquoi des livres en grec? Pourquoi des livres en latin? Pourquoi des livres en suédois ou en japonais et pas seulement des livres français? Parce que je crois que c'est le cas dans toutes les bibliothèques publiques du monde entier, qu'on ne se cantonne ni à une langue ni à une époque. La démarche a plutôt été de venir rechercher en Afrique de vieux exemplaires du Coran manuscrits et de les amener en Europe. Donc l'effort a plutôt été du côté de ce qu'on peut appeler un état agressif de pillage, que dans l'ouverture, par simplement le fait de poser là ce qui est censé nous appartenir, mais qui est du domaine de la culture, donc d'un domaine universel. Sur les murs de la case bibliothèque en Bankou sont peints les noms des 9 familles de griots de Kéla, fondatrices du village. Descendants de ces familles de jeunes lecteurs, étudiants de Kangaba, la ville voisine, capitale du Mandé. J'ai retrouvé des livres quand même qui m'intéressent beaucoup, que je ne les retrouve pas dans notre bibliothèque surtout. Très justement, puisque chez nous on nous donne des leçons en exposé, ou bien des romans même. Et ces romans-là on ne les retrouve pas. Ça m'émerveille, parce que en voyant même cette bibliothèque, ça nous renvoie directement à la culture, notre tradition. En voyant
structure même des locaux, on voit que vraiment c'est des cases et que cette case, ça nous rappelle beaucoup de choses en Afrique ici. À Kéla, on dit de Michel qu'il n'est pas seulement de passage, qu'il n'a pas fait semblant de manger du riz. En 2004, la bibliothèque aura l'électricité et le village aussi. Et même le chef des griots se l'est approprié. Il additionne deux savoirs, celui des livres et celui de la parole. La bibliothèque est venue pour les gens de Kéla. Ça nous a fait plaisir car c'est pour le bien du village et le bien du pays. Si une personne fait ça pour toi, on sait que la personne t'apprécie. Ça nous a fait plaisir car les gens se donnent le savoir mutuellement. Le savoir que nous avons acquis, on l'a acquis grâce aux autres qui l'avaient déjà acquis. C'est grâce au savoir que l'on peut faire beaucoup de choses. Le chef des griots de Kéla parle en langue mandingue, une langue qui peut s'écrire en nko, un alphabet inventé il y a moins d'un demi-siècle. Cet alphabet sert à consigner des récits, à soigner et à pratiquer l'initiation à la confrérie du Komo. Notre voyage à la recherche de l'empire romanesque des saïfs de Yambo Ologem se termine, alors que d'autres syllabaires nous attendent ailleurs. Mais ceci est une autre histoire. C'est l'histoire enfouie d'alphabets et d'idéogrammes beaucoup plus anciens, comme ceux des Touaregs, des Bamanans, des Dogons ou des pêcheurs bozos du fleuve, dont les formes épousent les courbes du Niger. دايما الله مولانا دايما الله مولانا دايما الله مولانا